BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, fidèles à De quoi je me mêle. Vous savez, chaque fin de semaine, nous sommes là, quoi qu'il arrive, sauf pendant les vacances, c'est vrai. Et d'ailleurs, là, ça arrive bientôt, on va un petit peu se reposer, mais en tous les cas, encore une fois, on est là cette semaine. Vous le savez, dès le vendredi, sur la chaîne YouTube, en vidéo, le podcast audio aussi avec le petit module bonus, et puis le week-end sur BFM Business à la radio, à la télé. Avec au sommaire pour votre petite heure de tech, tout à l'heure c'est Lionel Costa du Labo Fnac qui nous rejoindra, et on va parler télé. Quelles sont les innovations télé importantes, intéressantes en cette fin d'année 2025? Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix? Vous savez que le Labo Fnac teste des dizaines et des dizaines de télé tout au long de l'année, et on aura le verdict de Lionel tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM bien sûr pour réagir à tout ce qu'on raconte. Un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, et bienvenue. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Évidemment, un bon De quoi je me mêle ne peut pas commencer sans le Club de la Presse IT, avec Anthony Morel cette semaine. Salut Anthony. Salut François, salut tout le monde. Ravi de te retrouver. Eh ben pareil. Anthony Morel, que vous retrouvez le matin, bien sûr, sur BFM Business, à la mi-journée sur RMC Story. Et Gonzague d'Ambricourt qui est là. Salut Gonzague. Messieurs. Le Salut. blogueur, l'entrepreneur, le vlogueur, le youtubeur, le je sais plus quoi. Imagine Lequel on reçoit. Si Alors, autant de casquettes, ça serait un chapeau là. Oui, ça sera un chapeau. En tout cas, tu es passionné de tech. Ton job, c'est tout ce qui touche au réseau. Et on est très heureux de t'accueillir de temps en temps dans De quoi je me mêle. Avec pour débuter, eh bien, un sujet étonnant. 60 millions de consommateurs à tester, on va dire, un panel assez large de smartphones. Il en ressort un résultat étonnant concernant la robustesse et la fiabilité des téléphones, Anthony. Ouais. C'est étonnant. On aurait pu imaginer que, en tête de ce classement, on retrouve les ténors, des constructeurs de smartphones. Il n'en est rien. Non, ni les ténors, ni les téléphones les plus chers. La marque la plus fiable, à en croire cette étude, roulement de tambour, c'est Xiaomi. Voilà, Xiaomi, donc le fabricant chinois dont on parle assez régulièrement, et c'est vrai qu'ils font des très bons téléphones, très bons rapports qualité-prix. Eh bien, selon cette étude, en tout cas, ce sont les téléphones les plus fiables du marché. Alors, il faut être précis quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une étude qui a été réalisée auprès d'un panel assez large, 1300 utilisateurs, mais c'est pas une étude de benchmark de téléphone où on a fait passer des tests de résistance, de solidité comme on le fait assez régulièrement. Là, c'est du déclaratif. On a demandé aux gens, aux utilisateurs, tout simplement, est-ce que vous avez des problèmes avec votre téléphone? Et quand on demande à ces 1300 personnes, puisqu'il y a eu 1300 sondés, donc c'est quand même un échantillon assez intéressant, est-ce que votre téléphone est tombé en panne? Eh bien, dans le cours de sa durée de vie, si vous voulez, eh bien, il y a 94,1% des répondants qui disent qu'ils n'ont jamais eu aucune panne. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Donc ils sont loin devant tous les autres. Je vous donne le classement total. Donc les deuxièmes à égalité, c'est Oppo et Sony. Ensuite, on a Honor. Oppo, encore une marque chinoise. Encore une marque. Alors tu vas voir, à part Sony, c'est que des Chinois. Honor en 3, 91,8%. OnePlus en 4, à 91,7%. Et ensuite, on a Samsung, Huawei, encore un Chinois, ouais. Et Motorola. Apple arrive loin derrière. Motorola qui est chinois aussi encore aujourd'hui. Oui, Motorola, oui, tu as raison. En plus, ouais. Motorola est chinois, donc vraiment, ils trustent le classement. Et alors, les bons derniers du classement, c'est Apple, avant-dernier, avec 91%. Alors, ce qui est bien, mais ils sont quand même en dessous des autres. Et Google, alors les Google Pixel, visiblement, 84% seulement. C'est ton téléphone préféré? Bah, moi, j'adore, ouais, je sais. Tu as du mal dormir cette nuit avec ce résultat? Alors, moi, c'est pas mon expérience, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'utilise des Pixels et j'ai pas eu de problème de panne. Bon, j'en ai fait tomber un qui s'est lamentablement explosé, mais bon, c'est pas la faute du fabricant, ça a priori. Donc j'ai pas eu ce problème, mais visiblement, en tout cas sur le panel qui a été interrogé, c'est pas celui. Alors étonnamment, parce qu'on leur demande aussi le niveau de satisfaction, et en fait les pixels sont très hauts quand même dans le classement. C'est-à-dire que même si visiblement ils ont plus de problèmes techniques en moyenne, la qualité, notamment de l'appareil photo, suffit à compenser. Mais bon, ce classement est quand même intéressant, comme tu le disais. Alors à la fois le fait que ce soit pas les têtes d'affiche et les téléphones les plus chers qui soient les plus fiables. On aurait pu s'attendre à ce que les iPhones de dernière génération ou que les téléphones Samsung flagship
donc les Galaxy et autres soient vraiment en tête du classement, ça n'est pas le cas. Et puis les Chinois, quoi. Moi, c'est ça que je trouve Tout ça a super été intéressant. pondéré, bien évidemment, par le volume de téléphone. Ouais, bien sûr. Parce qu'évidemment, Apple vend beaucoup plus de téléphones que Xiaomi. Et tout ça a été pondéré. Ah bah bien oui, sûr. non, bien sûr, c'est une moyenne après. Hein, Voilà, donc, mais c'est intéressant, Gonzague. Est-ce que tu y crois, toi, ce type de classement? Il faut croire dans les gens qui ont répondu au sondage. Après, c'est certain qu'il y a une question de perception, puisqu'effectivement, comme disait Anthony, on leur a demandé s'ils avaient eu un problème avec leur téléphone, quelle était l'ampleur de la panne, comment ça a été pris en charge pour la réparation, s'il y avait Oui, c'est du déclaratif, problème, donc c'est vrai que... s'il y avait un problème physique ou logiciel, comment ça s'est poursuivi après. Ça, ce serait intéressant de le savoir aussi. Peut-être qu'ils ont interviewé tous les salariés de Xiaomi France. Ça fait remonter en fait la note. Oui, ce serait, effectivement, ce serait un peu problématique dans la méthodologie. Là, je pense qu'il y aura un petit biais. Et on va là, dire. le directeur marketing, il se dit ouais les gars, ça c'est le meilleur coup que j'ai pu faire cette année. C'est clair. Mais- Vous répondez bien, les gars. Ouais, super. Non, je vois pas pourquoi ce serait pas plausible. Oui. Ça me paraît, Non, mais bien Ouais, sûr. En fait, dans un smartphone, s'il n'y a pas trop de pièces mouvantes, à part les stabilisateurs d'appareils photo, il y a moins de choses qui peuvent tomber en panne. Et les Chinois sont devenus quand même assez excellents sur la création. Non, moi, ce que je trouve d'étonnant, c'est le différentiel entre le meilleur et le moins bon. C'est-à-dire entre Xiaomi et Google, il y a quand même 10 points. Ouais, Ouais. c'est ça. Et on peut se dire que ces téléphones, peu ou prou, sont fabriqués aux mêmes endroits. D'accord. Oui. Ont les mêmes chaînes de montage, tu vois. C'est ça qui est étonnant. Est-ce que c'est la Tu veux conception dire du que les téléphone? Chinois sabotent les téléphones Non, américains? non, C'est ce que tu non, mais sous-entends, François? Je pense que c'est plutôt le design ou la manière dont le téléphone Ouais. a été conçu qui fait qu'il est plus ou moins robuste. Tout à fait. Mais C'est assez- pense c'est aussi. assez Et je intéressant. pense que vas-y, Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on entend par panne et qu'est-ce qu'ils ont à ce Alors, point-là détaillé, ou est-ce que c'est vraiment juste, est-ce que vous avez eu un problème avec votre Ouais, téléphone, c'était- qui est très vaste? Oui, c'était vraiment ça, ouais, effectivement. En tout cas, ça veut dire que 94% des gens disent qu'ils n'ont jamais eu de problème Ouais. avec leur téléphone. Voilà, Mhm. depuis qu'ils l'utilisent. Ouais. Voilà, encore une fois, la limite du truc, c'est que c'est du déclaratif. Donc, évidemment, ça ne vaut pas des tests réalisés en laboratoire comme on a l'habitude Non, mais la de les perception, voir. c'est important. Mais la perception est intéressante. Et je trouve que le fait, ça aussi, c'est vraiment un marqueur, je trouve, de changement. C'est-à-dire le fait que les marques chinoises, nos auditeurs et téléspectateurs le savent parce qu'on en parle très régulièrement et que c'est un public de technophiles, mais on avait encore cette perception il y a encore peut-être 10 ans de smartphones chinois qui sont un peu moins 10 ans d'un point de vue technologique, qui vont copier ce qui se fait sur le marché et faire moins bien. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, que l'innovation, elle vient de Chine, que Xiaomi, que Oppo sont des boîtes qui sont hyper innovantes et que, y compris sur la qualité intrinsèque des téléphones en termes de solidité et de fiabilité, et ben là aussi, en fait, ils n'ont plus rien à envier aux grands groupes américains, coréens, aux grands leaders traditionnels du marché. Donc, je trouve que c'est aussi un marqueur intéressant de la façon dont le marché a évolué ces dernières années. Aujourd'hui, c'est vrai aussi dans la voiture. L'automobile, Exactement. Hein. C'était l'exemple que j'avais en tête. C'est le plus flagrant. Enfin, le gain en qualité des véhicules chinois, qui avant n'étaient que des copier-coller de véhicules européens et américains, et qui maintenant ont leur propre identité, marque très forte et des prix... Moi, j'ai roulé pour la première fois en BYD, on dévie un petit peu, mais juste rapidement. Il y a quelques semaines, j'ai pris un VTC, et c'était une voiture BYD. J'ai trouvé ça expérience géniale, et j'en ai discuté un peu avec le chauffeur. Il m'a dit, moi je suis passé de Tesla à BYD, je ne reviendrai jamais en arrière. Vraiment en termes de qualité, de finition, enfin tout était... Moi je suis pas un spécialiste auto, donc je veux pas trop m'avancer, Non, mais en c'est tout cas ta j'ai trouvé perception aussi. la perception, voilà, c'est exactement ça, on parlait de perception. Là la perception, je suis waouh, quand même c'est vraiment pas mal, quoi. C'était le directeur marketing de BYD qui était aux commandes de la J'en suis très voiture. satisfait. J'en suis, mais alors écoutez, cette voiture est C'est formidable. génial, je reviendrai jamais dans des Tesla. Non, vraiment, Non, mais c'est intéressant parce qu'il m'est arrivé la même anecdote que toi et j'ai eu le même témoignage. Le chauffeur était ravi. Il me dit, mais c'est vachement plus confortable et tout. L'autonomie est meilleure. Enfin, plein de trucs qui incroyable. font que tu dis, waouh, Tesla, petite claque quand même. Hein. Et c'est exactement la même chose sur les téléphones. Et la claque financière. Et la claque financière les aussi, produits, bien sûr. Et ce n'est chinois que sont le début, plus les amis. abordables. Ce n'est que le début. Évidemment. Puisque je vous rappelle que BYD, alors on s'éloigne encore un petit peu du sujet, mais on va y revenir. BYD va ouvrir une usine d'assemblage en Europe, ce qui fait que les voitures seront éligibles Tout à fait. au bonus écologique. Donc ça va encore faire baisser le prix des véhicules. Tout à fait.
Dans l'actu aussi, c'est Google qui revient, les amis, sur un sujet qu'il avait initié il y a une grosse dizaine d'années, mais qui n'avait pas marché. Rappelez-vous, c'était les Google Glass. On en avait beaucoup parlé à l'époque. On en parle encore parce que c'est vrai que c'était une espèce de temps en temps, voilà, on inhume les Google Glass dans De quoi je me mêle ou dans Tech & Co parce qu'on se dit que finalement c'était un peu la préhistoire des lunettes connectées. Oui, bien sûr. Finalement, les nécromanciens de la tech. Ouais, mais ils étaient précurseurs. Ils étaient Mais précurseurs. Ils ont peut-être eu raison avant tout le monde, en fait. Exactement. Et là, maintenant, ils sentent que bon, c'est chaud, là. Là, on est bien, la technologie est prête, les gens sont prêts à s'équiper de lunettes. Et visiblement, c'est l'annonce de cette semaine. Google pourrait revenir avec une paire de lunettes, voire même plusieurs paires de lunettes Plusieurs, connectées. absolument. Alors, c'est même plus que pourrait, parce qu'ils les ont dévoilés. Alors, ils ont montré, en tout cas, leurs intentions. Ils n'ont pas dévoilé encore exactement les designs, les specs, etc. Donc ça, il va falloir attendre. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir de l'an prochain et jusqu'en 2027, ils vont enchaîner 3 modèles de lunettes connectées, donc lunettes avec IA embarquées. On peut faire le détail rapidement de ce qu'on sait. Donc il y aura une première paire qui seront un peu sur les modèles, le modèle des Meta Ray-Ban, c'est-à-dire en gros assez classique avec une caméra et une IA embarquée. Donc là, en l'occurrence Gemini, avec la possibilité de discuter avec l'IA. Pas d'écran à l'intérieur. Pas d'affichage. Celui-ci, pas d'écran. La deuxième paire de lunettes intégrera de la réalité augmentée avec un écran dans le verre droit qui permettra de superposer des informations numériques. Donc alors là, comme la nouvelle paire de Meta qui sortira exactement. en France, enfin en Europe l'année prochaine. Et comme les Google Glass à l'époque, alors avec un design un peu plus joli, on peut l'espérer, mais ce sera un peu le même principe. C'est-à-dire, alors dans les cas d'usage qu'ils ont montrés, c'est les flèches du GPS. Alors ça, c'est le grand classique, mais c'est vrai que c'est quand même génial. Tu te déplaces, tu as le GPS qui s'affiche dans ton champ de vision, ça c'est pas mal. On peut imaginer la traduction instantanée quand tu es en train de discuter avec une personne dans une langue étrangère. Enfin voilà, plein de cas d'usage assez intéressants pour ces lunettes. Et puis la possibilité d'afficher les notifications comme tu as sur ton téléphone finalement. Et intéressant aussi d'activer et de désactiver l'écran en appuyant sur un bouton sur les montures. Donc ça c'est pas mal parce que l'idée c'est que ce soit pas trop intrusif non plus. Et le troisième modèle, alors qui est le plus intéressant, je ne sais pas, c'est une question de jugement, mais qui sera probablement le plus immersif, qui est le plus abouti technologiquement. Voilà. En fait, là, pour le coup, l'idée, ce serait d'intégrer les technologies qu'on a aujourd'hui dans les casques de réalité mixte, type Apple Vision Pro ou Galaxy. Dans des lunettes. Wow. Donc avec un form factor vraiment miniaturisé. Dans ce qu'on a vu, c'est un peu plus gros que des lunettes classiques, mais ça reste quand même des lunettes. Et tu aurais toutes les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui, donc de projection d'un écran devant toi pour remplacer une télé, pour remplacer des écrans d'ordinateur, travailler en multitâche, et là avoir vraiment un environnement complètement immersif. Donc il y en aura pour tous les goûts, pas d'écran, un écran ou écran totalement immersif où on peut se projeter. Pas mal. Tout ça est fait en collaboration avec Samsung, c'est important de le signaler. Samsung pour les réalités augmentées et c'est X-Reel pour le troisième modèle. Donc le modèle le plus évolué. Oui, c'est avec X-Reel, c'est un projet qui s'appelle Aura et X-Reel, ils sont aussi très avancés. X-Reel, c'est une boîte chinoise. Oui, c'est ça, absolument. Intéressant. Oui, et apparemment, Google aimerait monter au capital de cette boîte. Oui, parce que Google a tout prouvé en fait avec son nouvel OS. C'est ça aussi derrière. Android c'est XR. que Android XR va être la vitrine technologique de ces lunettes. C'est ça. Ouais, et puis ils font déjà des aventures sur des petits OS de wearables, donc dans les montres, etc. Ça s'est pas toujours très bien passé. Là, je trouve que c'est intéressant, c'est que vraiment ils bénéficient de l'expérience de Meta, qui a prouvé qu'il était possible de faire un produit commercial à un prix viable, à peu près accessible, et qui a été quand même assez largement adopté, et de décliner la suite de leurs produits derrière. Donc, très, très malin. Ouais, d'ailleurs, le chef produit, il dit même que dans le futur, on ne dira plus lunettes connectées, on dira juste lunettes. Ah, carrément. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est son pari. Mais ça, je pense, mais tu as aussi, c'est ce qu'il raconte, c'est en gros l'idée, c'est que demain, tu iras chez l'opticien et en fait, la partie connectée, ce sera une option comme tu as l'anti-reflet aujourd'hui. Est-ce que alors, vos lunettes, vous les voulez avec de l'IA, sans IA? Est-ce que vous voulez de la réalité augmentée? Que lui, il voit même ça en mode tu choisiras plus la monture que le fait qu'elle ait de l'IA ou non. Genre, elles auront toutes de l'IA. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il restera quand même le choix de la monture et c'est là où je pense que Google, j'espère en tout cas, ils ont appris de leur échec parce qu'il faut rappeler que les Google Glass, ils ont été pionniers, mais ça a été un échec monumental pour eux. Enfin, ça a été un vrai échec industriel parce que à l'époque, c'était des lunettes qui ressemblaient pas à des lunettes, qui ressemblaient à un truc. Vous savez, les trucs dans Dragon Ball là pour analyser le niveau de puissance de son adversaire là. Donc, c'était pas extraordinaire en termes de design. On n'avait pas non plus la miniaturisation des composants qui faisait qu'on avait une autonomie qui était absolument désastreuse. On n'avait pas l'IA embarquée qui permettait d'avoir une interaction comme on a aujourd'hui avec des lunettes. On le voit bien, ça fonctionne très bien avec les Meta Ray-Ban par exemple. T'avais pas de solaire.
Exactement. Donc quand tu ajoutes tout ça, forcément, aujourd'hui, on est capable de le faire. Et d'ailleurs, Google s'allie avec aussi des lunettiers. Ouais, tout à C'est-à-dire fait. comme Meta avec Essilor-Luxottica. Alors là, moi je connais pas, c'était Gentle Monster et Wembley, Je crois que c'est des J'ai plus le nom, lunetiers là. américains. des lunetiers américains, Mm. donc qui sont en tout cas des gens, Warby Parker et Gentle Monster. Parce que, en fait, les lunettes, c'est un métier. C'est-à-dire, la partie technologique, très bien, évidemment, Google est très pertinente pour le faire, mais des Oui. lunettes, c'est un truc qu'on porte tous les jours Mais quand bien même. sûr, Et bien il ne sûr. faut pas que dans la rue, on te jette des cailloux, globalement. Non, Donc, c'est clair. C'est clair. donc c'est mieux d'avoir- Je pense qu'il faut que ce soit avant tout un objet en fait fashion, quoi. C'est-à-dire qu'il faut Évidemment. que ce soit de vraies lunettes jolies, et c'est pour ça que Meta a fait mais vraiment le coup du siècle en s'associant avec Essilor-Luxottica et notamment les Ray-Ban, parce que les Ray-Ban, ça parle à tout le monde. C'est une marque mondialement Universel. connue. C'est Sans déjà, doute parce que- c'est un produit qui est déjà accepté. Mais tout le monde connaît les Ray-Ban. Et en plus, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais de temps en temps dans la rue, je croise des gens qui ont ces lunettes. Tu ne le vois pas immédiatement. Non, tu le vois pas Alors, immédiatement. Quand tu vois que les branches sont plus grosses. Oui, D'ailleurs, oui, j'ai oui. trouvé intéressant de voir que Google n'avait pas l'air de proposer un produit beaucoup plus fin, hein, comme quoi la contrainte physique pour l'instant, elle a l'air d'être vraiment la même pour Bah les oui, deux. bien sûr. Ouais. Mais on ne le voit pas trop. Sachant Ouais. que faut rappeler hein, que ces futures lunettes, ce ne sera pas des stand-alone non plus. Hein. Elles seront connectées au téléphone Bien sûr. qu'on a dans Oui. la poche, parce que sinon, pour le coup, tu aurais Ouais. des lunettes. Et la qui seraient troisième, des donc la casques. plus évoluée, a carrément un boîtier déporté, d'après ce que j'ai vu. Oui, Un c'est peu ça. comme le Vision Pro. Absolument. Et tu pourras la connecter aussi à ton PC. Donc il y aura un truc PC Connect où en gros tu pourras avoir projeté l'écran devant toi et puis avoir le, Ok. le clavier du PC. Un peu comme ce que propose le Vision Pro d'ailleurs. Hein. Bon. Ça Tout va est être très intéressant. excitant. Oui, ouais, Excitant, très enthousiasmant. La vidéo est assez étrange pour ceux d'entre nous qui ont la vidéo de cette utilisatrice. Oui, on a, oui, oui. on a l'impression d'une personne malvoyante. Parce Oui, que oui. les personnes malvoyantes avec des grandes lunettes noires, Ouais, et ouais. là, elle regarde un peu Oui, dans c'est tous vrai, les c'est sens. Est-ce que c'est le modèle définitif? Non. Je ne pense pas. Voilà, il y a encore il y a ce défi de miniaturisation Bien qui est sûr. en marche. Et, je bien pense sûr. que d'ici 2026-2027, ils n'auront pas fait Non. un bon. non. Là, c'est l'idée, clair. c'était surtout de donner envie aux développeurs, hein, puisque l'idée, c'est de dire, voilà, tout ça fonctionne avec Galaxy XR, donc Android XR, le système d'exploitation spécifique pour les lunettes et pour les casques de réalité virtuelle, réalité mixte. Et donc, du coup, développer des applications qui vont faire que les gens aient envie d'acheter Oui. ces lunettes, Ouais, parce que c'est c'est ce qui me manque. Enfin, il faut des killer apps aussi, quoi. C'est pas juste, s'il y a juste les flèches du GPS, ça suffira pas, clairement. Il va falloir inventer des innovations, je sais pas, médicales, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de choses à faire, j'imagine, dans le sport, dans la santé. J'attends de voir un peu ce que vont inventer les développeurs. Tiens, puisque on va rester dans le même sujet avec ce que a décidé Mark Zuckerberg sur ce sujet. Parce que ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, vous avez Samsung qui investit avec Google beaucoup d'argent pour imaginer le futur de la paire de lunettes. Et puis de l'autre côté, il y a un Meta qui se dit, finalement, le métavers tel que je l'avais imaginé au départ, avec un masque de réalité. Alors au début c'était un masque de réalité virtuelle. Après, ça a été un masque mixte, on va dire. Tout ça, finalement, on va arrêter les investissements. Ouais. Et c'est un peu le constat que fait Mark Zuckerberg actuellement. C'est ça, il a un peu mis, j'allais dire, le dernier clou dans le cercueil du métavers, qui était un mot qu'on a beaucoup prononcé. Hein. Si on ressort les archives de quoi je me mêle d'il y a 3 ou 4 ans, on en parlait quasiment toutes les semaines du métavers. Il faut se souvenir quand même qu'on nous le vendait comme étant la prochaine lame de fond technologique. Meta, Facebook à l'époque, qui a quand même changé de nom pour ça. Si Meta s'appelle Meta, c'est quand même à cause du métaverse. Et ils y croyaient à fond. Enfin, pour lui, c'était le futur d'Internet. Et là, visiblement, il fait quand même un constat un peu de désillusion en disant, même si c'est pas officiel, c'était des infos de Bloomberg, me semble-t-il, on va tailler dans les budgets. Le métaverse, ça va être moins 30% sur les budgets, probablement sur les postes aussi. Et il aurait admis à demi-mot qu'il s'est un peu planté sur cette notion de métavers. Il faut rappeler, hein, donc son idée, c'était qu'on pourrait vivre une deuxième vie virtuelle avec un casque de VR notamment, donc avec un avatar qui pourrait se balader, interagir, faire des réunions virtuelles avec les collègues. Il forçait les chefs produits du métaverse à faire les réunions dans le métaverse. C'est ça. Et en fait, c'était tellement horripilant et buggé que les gens finissaient par appeler au téléphone.
Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Donc même les salariés de Meta ne voulaient pas donc de Meta Horizon, qui était le métavers qu'ils avaient sorti. Mais il faut se souvenir, moi, c'est intéressant toujours de regarder un petit peu dans le rétro et de voir un peu les folies technologiques. Enfin, tu vois, parce que c'était une folie. Et encore une fois, je dis ça en rigolant un peu parce qu'on y a participé d'une certaine manière. Mais à l'époque, c'était quand même un truc de fou, le métavers. C'est-à-dire, il faut se souvenir qu'il y avait des gens qui achetaient des biens immobiliers dans le métavers et qui coûtaient plus cher qu'un appartement Second physique. Life. Bien etc. sûr, Second Life, c'était un peu le précurseur Ouais. du métavers. Tu te rappelles Carrefour qui avait investi je sais pas combien de oui. centaines de milliers d'euros Exact. Bien sûr. dans une espèce de terrain virtuel là. Exactement. Waouh. Où il n'y avait personne. Carrefour avait Oui, aussi fait oui, il y avait des personne. entretiens d'embauche dans le Oui. métavers. Alors là aussi, ils étaient devenus la risée d'Internet parce que ça ressemblait à rien. Tu voyais les gens avec leur casque sur la tête, les graphismes étaient horribles. Enfin voilà, c'était un peu ça. Tu avais des concerts. Alors là, on voyait des images de Fortnite parce que Fortnite, d'une certaine manière, c'était aussi un métavers, c'est-à-dire un jeu, mais tu avais un aspect aussi, un aspect réseau social. Tu pouvais assister à des concerts. Il y avait des stars, je ne sais plus si c'est Ariana Grande ou d'autres qui ont donné des concerts dans Fortnite. Donc il y a vraiment cette notion de, tu vas avoir une sorte de deuxième vie. Le problème, c'est que ça n'a jamais vraiment pris. Comme tu le disais, c'était un peu buggé. Graphiquement, c'était quand même relativement nul. C'est-à-dire que on rêvait tous de Ready Player One, le film de Steven Spielberg, et en fait, tu te retrouvais avec les Sims, quoi. C'était un peu ça. Et globalement, personne n'a mordu à l'hameçon. Le pire dans cette histoire-là, c'est que moi j'ai la chance d'avoir le Quest 3 qui est sorti il y a bien 1 an et demi maintenant, qui est un très bon casque en fait. Ouais. Techniquement, c'est au point, la qualité des écrans est correcte, et je sais pas si vous... enfin, moi je suis encore un peu de loin toute l'actualité de ce truc-là. Ils vont diffuser un concert de Coldplay en VR, en direct. Sympa ça. C'est quand même assez intéressant. Cool. Ouais. Et je me le suis noté parce que je crois que c'est le 30 décembre. Pour tous ceux qui ont un masque, regardez, parce que via l'appli, il y a la possibilité, c'est gratuit en plus. Et j'ai envie de vivre cette expérience et de voir ce que ça donne aujourd'hui avec les moyens actuels. Parce que j'imagine qu'il y a les caméras ont dû faire des progrès et tout. Voir ce que ça donne de regarder un concert comme ça, vraiment en immersion finalement. Très sympa. J'ai très envie de regarder ça. Et c'est pour ça, je pense que en fait, le métavers est peut-être pas Mais ça, c'est complètement pas mort, le métavers. Voilà, Non, c'est pas le métavers. Ça, c'est ce que propose Apple avec le Vision Pro en C'est ça. captant des événements. Exactement, Avec ses c'est la caméras. captation d'événements en réalité virtuelle Ouais. en fait. Mais je pense que Non, en 3D Ouais. finalement. en 3D, ouais, c'est ça. Alors que le métavers, tu avais une dimension vraiment sociale, le côté, en fait, on va avoir son avatar et on va pouvoir interagir comme là, on est en train d'interagir dans la vraie vie. Et c'était Créer un studio virtuel et pouvoir faire notre émission dans le. On avait fait. T'avais pas fait une émission dans le métavers à un moment, François? Ouais, c'est ça. On avait testé aussi. On avait fait des C'est expériences. bien. On a Mais tout bien fait. sûr. Mais moi, c'est ce que je trouve intéressant. On pourrait se moquer en disant, haha, ils se sont plantés. Et c'est vrai qu'ils ont quand même cramé des 60 dizaines 60 de milliards Voilà. de dollars de pertes. Bon, Zuc, il est passe après, ça va. Mais non, mais tu vois, on peut en rigoler. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui prennent des paris industriels et stratégiques. Zuckerberg, il est comme ça. Il dit, bon, bah voilà, moi j'ai une idée, ça c'est le futur d'Internet, allez, on fonce, on y va. Si on se plante, on se plante. Là, il s'est planté, clairement. Et ben, il passe à autre chose. Là, c'est les lunettes, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est aussi ce qui a un peu enterré le métavers, parce que il y a le fait qu'il y a quand même eu le ChatGPT qui est arrivé. Il y a eu une vraie révolution technologique, pour le coup, qui est arrivée. Et du coup, il a fallu réallouer des ressources, parce qu'il y a aussi ça. Les budgets ne sont pas non plus infinis. Et aujourd'hui, clairement, Meta, ils sont plus dans la logique. On va embaucher des gens, ça nous coûte très très cher, des top chercheurs de l'intelligence artificielle. On veut être les premiers à développer l'IA générale. Et donc, on n'a plus trop de budget pour le métavers, on va le reléguer au second plan, même si peut-être un jour ça reviendra. C'est comme les Google Glass, peut-être que dans 10 ans, tu vois, on aura une autre version du métavers avec, on aura tous des lunettes holographiques, effectivement, ou des casques absolument incroyables, des graphismes complètement fous, et le métavers deviendra peut-être une réalité à ce moment-là. Là, je pense que c'est juste pas prêt aujourd'hui. Alors, On fait nos adieux. Au cuivre. on fait nos adieux au cuivre. On va pas parler de ça tout de suite. Ah. On attend. Il y a encore un petit peu de suspense parce que Très les adieux au cuivre, il faut quand même avoir un cérémonial, se préparer psychologiquement, etc. Parce qu'il y a le cuivre, mais il y a la 2G aussi. Et la 2G aussi. Auparavant, j'aimerais qu'on évoque les voitures autonomes. Oui. Alors, c'est un sujet qui vous passionne aussi à tous les deux, je le sais. Ouais. Moi, j'avais été complètement bluffé lors de mon précédent séjour à San Francisco où j'ai pris un Waymo et je vous avoue que j'étais
comme un gamin surexcité avec un nouveau jouet, quoi. C'était incroyable. Et voilà, les Waymo, rappelons-le, taxi, vous commandez comme un Uber, sauf que quand vous montez dedans, il n'y a pas de chauffeur, en fait. Vous vous mettez soit à la place du passager devant, soit à l'arrière. Et là, vous avez votre robot taxi qui part tout seul, qui s'arrête au feu rouge, qui cède le passage, qui va comprendre les ronds-points, etc. Bon, à San Francisco, les ronds-points, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, voilà. Et ça marche, c'est impressionnant, c'est bluffant. Et pour la première fois, je me suis dit, tiens, je confie ma vie à un robot, et ça fait un drôle d'effet. Je peux vous le dire. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça est en train de se mettre en place, Anthony, on a l'impression, et on commence à avoir des études qui démontrent, mais alors de manière très, 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 très forte, que finalement, la voiture autonome, c'est plus fiable que le conducteur humain. Ouais. Et même, il n'y a pas photo, quoi. C'est ce qui est frappant, c'est quand on regarde les chiffres, quand on décortique les chiffres qui sont publiés, alors notamment par Waymo, parce qu'ils ont publié une étude, alors on pourrait se dire, oui, mais enfin bon, ils sont jugés partis d'une certaine manière, mais en même temps, ils ont de la data sur ces 154 millions de kilomètres parcourus. Donc, ils voient bien le nombre d'accidents, ils arrivent à les comptabiliser. Ça reste, il faut rappeler, Google, c'est une entreprise cotée, Alphabet, ils n'ont pas tellement intérêt à mentir à leurs actionnaires, à raconter n'importe quoi dans les rapports qu'ils publient. Donc voilà, même si effectivement... On connaît d'autres entreprises cotées qui mentent à leurs actionnaires. Ça peut arriver, mais enfin bon, là en l'occurrence, en plus ils n'en ont pas fait une publicité incroyable. En fait, ce rapport, pour vous donner tout le détail, il a été ressorti par et c'est pour ça qu'on en a parlé beaucoup, par un neurochirurgien américain, donc un monsieur qui en fait opère des gens qui ont eu des accidents de voiture graves. Et lui, il a analysé et décortiqué ces chiffres et il a publié une longue tribune dans le New York Times où sa thèse, c'est de dire il faut adopter en masse les voitures autonomes. C'est un sujet qui n'est pas un sujet technologique, c'est un sujet de santé publique. Parce que quand on décortique les chiffres du nombre d'accidents, on se rend compte qu'elles sont infiniment plus fiables que les êtres humains. Je vous donne quelques-uns des chiffres de ce rapport. Donc sur 154 millions de kilomètres, on enregistre à distance parcourue égale 92% de collisions en moins avec des piétons, 91% d'accidents entraînant des blessures graves ou mortelles en moins, 96% d'accidents en moins aux intersections. Et quand on regarde les accidents graves, donc mortels ou ayant entraîné des séquelles graves, c'est en moyenne un accident tous les 80 millions de kilomètres pour les voitures autonomes, contre 1 toutes les 7 millions de kilomètres pour les êtres humains. Donc vraiment, c'est absolument frappant, tout simplement parce que, comme tu le disais, la voiture, elle se balade, mais elle obéit au code de la route à la lettre, elle ne se déconcentre pas, elle ne boit pas, évidemment, elle ne scrolle pas les réseaux sociaux, donc en fait, elle est hyper fiable. Alors, il y a parfois des bugs, ça peut arriver. Il y a parfois des accidents, parce que n'avoir zéro accident, c'est absolument impossible, sauf que la plupart des accidents... Elle n'a pas de saute d'humeur aussi, accessoirement. Elle n'a pas de saute d'humeur, elle ne va pas s'énerver au volant. Le road rage, comme disent les Américains, ça lui arrive jamais, évidemment. Et donc, quand tu prends tous ces éléments en compte, tu te rends compte, oui, en fait, on peut... C'est ce que dit ce neurochirurgien, sauver potentiellement des milliers et des dizaines de milliers de vies en adoptant cette technologie. Et lui, il fait le parallèle avec la médecine. Il dit... Si on avait un candidat médicament, on lui faisait faire des essais cliniques et on se rendait compte qu'on avait des résultats aussi performants que ce qu'on a avec la voiture autonome, on le mettrait sur le marché immédiatement, en fait. Ce serait même immoral de ne pas le mettre sur le marché. Et donc, c'est la même chose pour les voitures autonomes, dit ce neurochirurgien. Alors, Gonzague ? Je suis assez d'accord. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs, Tesla a répliqué à ces annonces parce qu'il se provoque un peu entre Waymo et Tesla, avec les chiffres de la conduite supervisée chez Tesla, qui pareil, est assez sûr. D'ailleurs, il y a eu la possibilité récemment d'essayer le système FSD de Tesla qui a... Tu l'as testé ou pas ? Non, mais qui a halluciné tous les gens, qui a fait halluciner tous les gens qui l'essayent. Ce que je trouve intéressant, c'est deux choses. Ils se sont rendus compte à San Francisco que Waymo, ils ont modifié le comportement des voitures pour les faire conduire de façon plus agressive, pour que le client ait l'impression et le sentiment d'être la priorité. Alors ça, c'est un peu embêtant, je trouve. Un exemple, par exemple, et alors c'est intéressant. Et il a écrasé un chat, donc ça a fait un le chat Kit Kat. Le chat Kit Kat. Ah là là, le chat Kit Kat. Ça, c'est pas bon. T'as vu ça ? Non, incroyable. J'ai pas vu. Je suis allé dire. Il y a eu un émoi aux États-Unis. Chat Kit Kat écrasé par une voiture Waymo. Quelle horreur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que auparavant, quand par exemple il y avait une voiture qui était en double fil, tu vois, et ça c'est un humain qui se met en double fil, tu vois, ça va jamais être un robot qui va se mettre en double fil. Eh bien, la voiture, la Waymo restait à l'arrière, en fait. Oui. Et attendait que la voiture daigne bouger. Oui. Là, maintenant, elle prend l'initiative, grâce à ses capteurs, de doubler parce qu'elle se rend compte qu'elle peut doubler. Et ça, c'est un comportement humain
qui est à la limite de la légalité finalement, mais qui fait partie un peu de notre manière de penser. Ouais. Et c'est ce qui gênait en fait les humains quand ils montaient dans un Waymo, Oui, c'est qu'ils de le se trouvaient sentir coincé. un peu mou quoi. Ouais. Mais parfois. alors du coup là, bon, à San Francisco, ils se sont un peu fait taper sur les doigts parce qu'on leur a dit, attendez, vous commencez à avoir un comportement qui enfreint le code de la route. Par exemple, faire des demi-tours sur des routes où tu n'as pas le droit de franchir des lignes blanches, etc. Ils se sont aussi rendus compte que les Waymo, elles dépassaient des bus scolaires. Les bus scolaires aux États-Unis, c'est un sujet vraiment auquel tu ne peux pas toucher, un sujet de protection autour de ce genre d'appareil. Nous, on l'a pas du tout. Et donc l'appareil, ils se sont fait rattraper. Ce que je trouve dingue et bien et dommage, c'est qu'on doit attendre les voitures autonomes en tant que piétons pour pas se dire qu'on va se faire renverser sur les passages piétons. J'aurais préféré que ça soit quelque chose qui vienne des humains. Et pourtant, c'est vrai que quand tu vois une voiture, c'est pareil, c'est des changements, y compris des biais psychologiques. Bien sûr, quand tu vois une quand tu voiture vois sans chauffeur. sans chauffeur qui arrive sur toi et que tu t'apprêtes à traverser au passage piéton, à un moment donné, voilà. Bon, je vais attendre quand même. Ouais. Je vais pas prendre Mais l'initiative bizarrement, de traverser. je crois que je serais moins inquiet que de voir quelqu'un qui arrive avec son tel dans la main et qui m'a pas vu. Non, mais Si c'est tu clair. rationalises, c'est évident, ouais, c'est clair. Mais tu sais, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que la question que pose, je reprends la tribune de ce neurochirurgien, là, je le cite d'ailleurs, le docteur Slotkin, il s'appelle, très intéressant. Il pose une question alors qui va faire hurler tous ceux qui aiment la voiture et qui Doit-on aiment encore conduire. droit à conduire? Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'à terme, la question, c'est vraiment celle-là qui va se poser. C'est est-ce que finalement, si ça permet de sauver des vies, est-ce que le confort de la conduite en face des vies qui peuvent être sauvées, ça a de l'importance. Et donc, est-ce que finalement, il ne faudrait pas interdire complètement aux humains de conduire? Ça va très très loin. Moi, je ne suis pas pour ça du tout. Hein. Je pense que c'est une déperdition de liberté. Enfin voilà, moi, j'aime pas conduire à titre personnel et je suis un très mauvais conducteur. Donc, c'est pas, moi, je serais très content de pouvoir circuler en voiture autonome, mais j'ai pas du tout envie d'interdire aux gens de conduire. Mais c'est une question qui va se poser parce que, évidemment, c'est des vies qui vont être en jeu derrière, plus parce qu'on parle de l'aspect sécurité, mais c'est aussi toute la question de la fluidité de circulation, par exemple. Si tu n'as que des voitures autonomes, imaginons un monde où il n'y a que des voitures autonomes, les humains ne conduisent plus. Et où elles suivent toutes la même règle. Parce que Où elles suivent toute la même règle, absolument. Tu vas avoir une fluidité parce qu'elles vont pouvoir discuter entre elles, communiquer, optimiser les trajets qu'elles vont prendre, et donc tu vas avoir moins d'embouteillages, moins de problèmes de circulation. Donc il y a un vrai enjeu aussi autour de ça. C'est colossal comme enjeu, parce que est-ce qu'on est prêt à perdre cette liberté de conduire? Il y a des gens qui se sentent libres en conduisant. Bien sûr. Surtout aux États-Unis. Hein. C'est ça non, mais France même aussi, partout, quand tu en parles. Partout, il y a des gens qui aiment bien conduire. C'est une extension de la maison. C'est une extension de la maison. Voilà. Donc c'est quand même aussi, à mon avis, un vrai changement de pensée. Finalement. Énorme. Et est-ce que nos générations sont prêtes? Je ne suis pas sûr. Peut-être que les prochaines générations seront prêtes. Mais il faut y aller. Il faut y aller, c'est clair. Et il faut que la législation, notamment en Europe, évolue pour qu'on puisse commencer à avoir des véhicules autonomes dans les rues. Ah, mais c'est là que tu te rends compte, enfin encore une fois, Mais après, moi, bon, je ne veux pas faire de l'Europe bashing quoi, mais parce que j'adore mon pays et tout, mais ça montre encore une fois le déclassement total c'est clair. auquel on est soumis aujourd'hui. Je veux dire, quand tu vas aux États-Unis, tu l'as dit, tu as pris un taxi autonome et là-bas c'est normal. On va aller au CES de Las Vegas dans quelques semaines. Moi, je vais un petit spoiler parce que je pense qu'on en fera un sujet, mais j'espère tester les Zoox qui sont les navettes autonomes d'Amazon. Pareil, qui fonctionnent de manière tout à fait normale là-bas. Nous, on va en faire un sujet d'actu parce que pour nous, c'est incroyable, mais pour eux, ça fait partie de la vie quotidienne, en fait. Et nous, on en est encore homologué, pas homologué. Alors, on a l'autorisation pour les voitures de niveau 3, mais elles ne sont pas homologuées. Donc, en fait, pratiquement, sur les routes françaises, tu n'as aucune voiture autonome. Et je me demande comment Tesla fait. Comment Tesla a fait pour avoir cette espèce d'autorisation Alors temporaire. déjà, il y a quand même en permanence un conducteur qui fait de la supervision. Donc, tu es à mi-chemin entre deux niveaux d'autonomie. Tu es sur du niveau 3 avec le full self-drive, c'est quoi? C'est niveau 3, non? C'est niveau 3 parce que 4, tu dois être capable de reprendre le volant dans un certain délai, et 5, tu n'as pas besoin de conduire du tout. Il n'y a même plus de pédale ni de volant, ce qui est le cas dans les Zoox d'ailleurs d'Amazon. Ouais. Bon, espérons que ça bouge un peu et qu'on arrive à faire, faire casser sociétalement, tout ça. on gagnerait tous à ce qu'il y ait moins d'accidents. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, socialement, la casse, les taxis, les Uber... Là, c'est le problème, c'est que les Waymo, c'est le quart des véhicules qui font du transport de personnes. Je veux dire, c'est sûr. Est-ce que alors San Francisco, peut-être que c'est rentré dans les mœurs, mais est-ce que ça va rentrer dans les mœurs en France et notamment à Paris? Enfin, je veux dire, ça pose énormément de questions. Voilà. C'est sûr. Puis après, il y a toutes les questions d'assurance, qui est quand responsable. les Uber sont arrivés à Paris, la pagaille que ça a été. Oui, mais ça a été la pagaille pour plusieurs raisons, parce que les taxis n'étaient pas contents. Et en même temps, les usagers de taxis s'étaient fait quand même un peu maltraités pendant des années. Donc ça avait rééquilibré ce marché. Et aujourd'hui, ça a rechangé. Oui, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, il se passe quand même encore un truc. Quand tu es dans un endroit où le taxi n'a pas envie de te ramener, où le Uber n'a pas envie de te prendre, etc., c'est un humain qui te dit non.
alors qu'il devrait. Et demain, la machine, tu lui dis, moi, je veux rentrer chez moi. Ouais. Elle te dit, d'accord. Mais ce qui est marrant, c'est aussi aux États-Unis, on le voit, et je pense qu'on aura ça aussi en France, c'est que tu as aussi des mouvements anti-technologie qui sont en train d'apparaître. Et on voit que les voitures, dans certaines zones, sont maltraitées, par exemple. Bien sûr, il Ouais, enlève ouais. des cônes. Alors ça s'est un peu calmé. Ouais. Ça s'est un peu calmé, notamment à San Francisco, où au tout début, il y avait une fronde contre les véhicules Il n'y a pas connectés. duré. Qui n'a pas duré. Ça s'est un peu calmé. Et alors, moi, je vous le dis, parce que je l'ai vécu, c'est rentré dans les mœurs. Ouais. Les piétons s'arrêtent devant les voitures. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de truc. Et tout se fait de manière paisible. Ouais. Donc, voilà, il y a cette période un peu où ça s'accroche. Et puis après, ça rentre dans le flux, quoi. Ça rentre dans la norme. Ouais. Mais je pense que ça va prendre quelques années. Ouais, surtout chez non, nous, quoi. c'est sûr. Ouais. Mais il faut initier malgré tout. Faut y Parce aller, que, et ça va prendre quelques années. Mais faut y aller. au bout d'un moment, il faut appuyer sur le bouton, Ouais. y aller progressivement. Dans l'actu aussi, eh bien, c'est l'abandon de 2 technologies qui ont bercé, on va dire, nos usages de l'Internet. Ouais. T'allais dire Enfin, la notre 2G, enfance. c'est un peu compliqué. T'allais dire notre enfance, mais Malheureusement. malheureusement. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais la 2G, c'était quoi? C'était des années 90. Ouais. Ouais, C'est ça. c'est ça. Oui, la 2G va s'arrêter officiellement et totalement fin 2026 en France. Ouais. Ce qui concerne encore 3 millions d'appareils. Donc C'est il y ça a... qu'on se dit, patard, ok, la 2G s'arrête, c'est super. Et puis finalement, on passe à autre chose. Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Importantes. Alors, 2 choses. Il y a un petit parc de personnes, de particuliers qui ont encore des terminaux en 2G. Donc ça, c'est embêtant pour eux parce qu'il n'y aura plus de réseau 2G. Et il y a tous les appareils, toutes les installations connectées. Donc les stations d'épuration, les ascenseurs, les appels de détresse, la télésurveillance. Il y a énormément de choses qui utilisent des cartes SIM de données uniquement. Hein. En fait, c'est des cartes SIM et des appareils qui n'ont pas qui n'envoient pas de SMS. Non, c'est juste et qui communiquent avec un octets serveur, qui sont échangés exactement. en 2G, quoi. Et tout ça, ça va être coupé. Ouais. Ah, mais ça va être Entièrement. compliqué. Hein. Je prends l'exemple précis des ascenseurs, mais c'est vraiment c'est un gros problème parce qu'il y a plein d'ascenseurs. Bien sûr. En fait, les ascenseurs, c'est en cas d'appel d'urgence, Oui, ils passent d'appel tout à en fait. 2G. Mais le problème, c'est que comme la 2G sera coupée, les ascenseurs qui ne peuvent pas passer d'appel d'urgence, t'as pas le droit en fait de les faire Fonctionner. De les faire fonctionner. Oui, Donc en parce fait, qu'il n'y a pas Alors, de en fait, secours. c'est ça. et du coup, il Donc, faut changer le module dans c'est ça. l'ascenseur. Il faut qui passer en 3G. un sacré parc. Ou même Mais en même 4G. les stations d'épuration, 30 000 stations d'épuration qu'il faut équiper avant fin Waouh. 2026. Alors si ça commence à sentir mauvais autour de nous, c'est qu'il n'y a pas eu d'upgrade en 3G. Exactement. Régis, t'as pas changé la 2G. Et alors, on Ouais, dit, ah. ça commence à puer. Fais quelque chose. Mais alors, c'est assez rigolo. Ouais, c'est ça, attends, les gars. L'ARCEP évalue qu'il y aura un aspect écologique positif, en tout cas un impact carbone, hein, pour être précis sur ce terme, parce que la 2G, 3G consommerait 20 à 30% de l'électricité nécessaire au réseau mobile. Donc en le désactivant, il y aura une économie d'énergie assez importante. Bah, Oui, c'est ça surtout ne les compte opérateurs pas. télécoms qui vont être contents parce que nous, Oui, finalement, ça fait réduire leur facture. Ça fait réduire. Alors évidemment, ça fait que ça ne change pas que quand tu recycles des équipements, ils ont été produits et donc eux, ils ont eu une empreinte qu'on n'effacera pas. Ouais. Mais Alors, assez intéressant. Et autre technologie Le cuivre qui va s'arrête. faire bye-bye, Alors là, c'est plus long. c'est le cuivre. C'est piloté par Orange et ça va s'arrêter au final jusque 2030. Alors le cuivre, rappelons-le, votre bon vieux téléphone, votre voilà, bonne vieille ligne et cuivre. la ligne et la technologie ADSL. Exactement. Alors 90% de la population française est éligible à la fibre. Il y a seulement 60% qui ont souscrit pour l'instant. Donc il y a aussi un besoin d'accompagner les gens vers cette migration pour complètement, au fur et à mesure, désactiver le réseau cuivre. Donc il y a des villes qui se prêtent au pilote, c'est-à-dire de le faire en avance, de dire en avance, OK, on va arrêter de faire fonctionner le réseau cuivre pour voir les impacts. Parce que c'est pareil, c'est utilisé dans des ascenseurs, dans de la télésurveillance, dans des installations urbaines connectées, etc. Et donc au fur et à mesure, il faut remplacer ces technologies et les équipements qui les connectent et les gens qui sont reliés à la maison, bien sûr. Et c'est intéressant. Alors peut-être que vous le savez, mais moi je suis originaire de Corse et notamment d'Ajaccio. Comment on ne peut pas le savoir? Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que fin janvier, à Ajaccio, ils arrêtent la DSL. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils estiment aujourd'hui que toute la ville est fibrée. Et fibrée, en fait. ouais. Et donc, Bien sûr. France Télécom, au 31 janvier, arrête la DSL. Donc, il y a plein de villes comme ça. c'est Je pilote, cite ouais, Ajaccio comme tu parce que, disais, évidemment, j'ai été sensibilisé là-dessus. Ouais. Mais il y a énormément de villes. Alors, c'est des villes plutôt moyennes pour l'instant. Mais ça serait intéressant d'avoir les impacts de ce truc-là. Parce qu'il y a plein de gens qui ont toujours une vieille box, qui marche encore à la DSL, parce qu'ils n'ont pas des usages d'Internet. Je pense notamment aux seniors qui ont leurs habitudes de box avec la télé, tu vois, leur Freebox, etc.
Qui fonctionnent qui fonctionnent. et qui ne sont pas Et là- sensibles à la technique. Et là, vous savez que chez Orange, c'est quand même la galère parce qu'il faut aller taper aux portes de tous les gens qui ont encore une ligne ADSL. Ouais. Ah ouais. Alors, il y a un Et c'est quoi, ils te forcent, ils te disent maintenant il faut passer à la fibre et donc il faut prendre l'abonnement Non, plus mais ils cher, ou t'informent c'est- parce que de toute façon, au 31 janvier, ça t'as s'arrête. juste plus de Bah, t'as la t'as- connexion qui se coupe Ouais, et t'as plus et rien alors- quoi. et donc, il y a des, on va dire, du personnel d'Orange qui a eu un listing et qui va taper aux portes des appartements Ah des oui. gens qui ont encore la DSL. Toc toc toc. Non, Pour c'est leur pas les témoins de Jéhovah, c'est Orange. C'est- Non, mais c'est dingue hein, quand même. Ouais. Et ça va être ça au niveau national parce que Bah, on peut imaginer que même si c'est 1% des gens, tu vois, qui n'ont pas envie de... Parce que en plus, la fibre, c'est embêtant, tu vois. Il faut que quelqu'un vienne chez toi, t'installes une fibre optique du palier jusqu'à ta prise téléphonique. En Enfin, débranchant celle des voisins éventuellement. non, mais voilà, c'est pas anodin. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie que les gens Ça, c'est rentrent chez vrai. eux, tu vois. Oui, mais bon, si tu veux accompagner la modernisation des réseaux qui est un petit peu Certes. nécessaire, c'est obligatoire. Et aussi, ça se fait en 2 phases réelles. Il y a un arrêt de commercialisation, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible d'acheter un abonnement en ADSL. Et puis après, il y a un arrêt d'exploitation technique. C'est là où la ligne sûr. elle-même ne fonctionnera plus. Évidemment. Et puis, pour le moment, n'est pas résolu ce problème des 10% des Français qui ne sont pas encore éligibles à la fibre. Donc eux aussi, il faut que se mette en place, et les régions le font, mais c'est très difficile, hein, notamment dans des endroits un petit peu reculés, d'aller tirer la fibre jusqu'à la petite maison à 5 km dans la campagne. Après, il y a des alternatives. Bon, évidemment, il y a Starlink, Starlink, il y a le ouais. satellite, il y a la 5G. il y a la 5G, la 4G même. Hein. Il y a des La box 4G 4G, aujourd'hui bien sûr. qui font vraiment la blague. Mais enfin, voilà, c'est quand même aussi un tournant, on va dire, dans le monde des télécoms en France. hein. Exactement. Une technologie qui nous a Et rendu... puis une technologie que la France a exploitée de façon très spécifique, Ouais, et très intense. c'est vrai, depuis 25 ans, hein, puisque moi je me souviens, mon premier abonnement ADSL, ça devait être en 99-2000, je pense, Ouais, tout à un truc fait. comme ça. Ouais, c'est ça. C'était le modèle vert Raymanta, là. Je sais pas si vous vous Tout le souvenez monde de ce l'a eu. truc-là. Ah ouais. Tout le monde l'a eu. Et on passait d'une connexion dégueulasse à un truc à 512 kilobits seconde. Ah, moi, bah, je me attends. souviens. Le Et ça a passage changé la vie, quoi. Ah oui, le passage du 56K Bah, c'est- à la DSL, c'était quand même. C'était quand même, Là, et- là, et t'avais une un vraie vrai gap. révolution. C'était pas la 4G à la 5G. Hein. Non, Je veux non, dire, non. en termes de gap technologique, c'était pas la même chose. On arrête là. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Plaisir. Merci à Anthony Morel et merci à Gonzague d'Ambricourt qu'on va retrouver pour tous ceux qui sont avec nous en audio dans le petit module bonus. On va parler, on avait évoqué ce sujet la semaine dernière, on va bien y revenir parce que ça commence à sentir mauvais sur l'inflation en fait du coût des produits high-tech et notamment la mémoire. On va en parler dans quelques minutes et vous restez avec nous. Deuxième partie de Quoi je mêle, ce sera avec Lionel Costa, le Labo Fnac. On va vous aider à choisir votre télé en cette fin d'année. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.